Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais répondre à la question de Ortegas qui me demande si tu hérites de 100 000 euros, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends patiemment pour les investir progressivement ou bien est-ce que tu investis tout d'un coup? Donc ça c'est la fameuse question de quand on reçoit une grosse somme et qu'on veut l'investir. Est-ce qu'il vaut mieux l'investir en DCA ou dollar cost averaging, donc le fait d'investir la même somme tous les mois pendant une certaine période, ou bien est-ce qu'il vaut mieux l'investir en lump sum, donc tout investir d'un coup? Donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, je vais vous donner mon raisonnement, et puis je donnerai un exemple. Si par exemple là j'avais 100K qui me tombaient dessus, comment je ferais pour les investir? Est-ce que je les ferais en DCA ou bien en lump sum? Donc alors déjà le premier point dont je voulais parler par rapport à ça, c'est qu'en 2024, donc le S&P 500 a fait des plus hauts historiques à partir du mois de mars à peu près. Et donc un sujet qui était assez à la mode, et qui est toujours d'ailleurs, c'est donc là sur Google j'ai tapé investir sur les plus hauts, et j'ai comme résultat, il y a 5 jours, investir en bourse, faut-il acheter au plus haut? Le 30 octobre, faut-il avoir peur d'investir sur les plus hauts historiques? Le 4 mars, vous avez peur d'investir lorsque le marché est au plus haut. Le 14 octobre, investir au plus haut du S&P 500, bonne idée ou pas? Le 28 février, il ne faut pas avoir peur d'investir en bourse lorsque le marché, blablabla. Et il y a aussi eu moult vidéos sur le sujet, et la conclusion que je vois revenir à chaque fois, c'est que oui, il faut investir quand le marché est au plus haut. Mais ce qui me pose problème, c'est que j'entends jamais parler de valorisation, alors que dans ce sujet, c'est ça qui est le plus important, hein. Un prix tout seul, ça donne aucune information utile. C'est toujours qu'est-ce que tu as en retour de ce prix, donc en gros, quelle est la valorisation de l'actif en question, donc là par exemple du S&P 500, parce qu'on peut avoir un S&P 500 qui est un plus haut historique et qui est cher, mais on peut aussi avoir un S&P 500 qui est un plus haut historique, mais qui est pas cher. Donc le prix tout seul, enfin le fait que le S&P 500 soit un plus haut, ça effectivement, on s'en fout complètement. Et ça doit pas être quelque chose qui doit gêner quelqu'un qui veut investir, mais c'est surtout parce qu'il manque l'info la plus importante, c'est quel est le multiple de valorisation du S&P 500 à ce moment-là. Parce qu'une action, ça se valorise en fonction de combien de fois on est prêt à payer les bénéfices de l'entreprise. Donc par exemple, une entreprise qui fait 1 milliard de bénéfices sur l'année et dont la capitalisation boursière est de 10 milliards, bah, ça veut dire que les investisseurs ont estimé que cette entreprise, elle valait 10 fois ses bénéfices. Pareil, si elle valait 20 milliards, ça aurait voulu dire qu'elle valait 20 fois ses bénéfices. Et c'est le même principe pour le S&P 500. On a S&P 500 qui, par exemple, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, est à 30,3 fois les bénéfices. Bah, ça veut dire que les investisseurs ont estimé que ce paquet des 500 entreprises du S&P 500, elles valaient 30,3 fois leurs bénéfices. Ce qui est historiquement cher, mais on peut aussi avoir un S&P 500 qui est un plus historique sans être cher. Exemple, si on prend... Donc là en 2007, on a égalisé à peu près le plus haut de 2000 à, on va dire, à 1500. Et ensuite, pour re-atteindre ce prix-là, il a fallu attendre, on va dire, début 2013, ouais, courant 2013. Et donc on va regarder quel était le multiple de valorisation du S&P 500 en 2013. Et on était donc première moitié de 2013, on était à peu près 17 fois les bénéfices. Et 17 fois les bénéfices, historiquement pour le S&P 500, c'est pas très cher. Et à l'inverse, par exemple, en 99-2000, on a atteint les 35 fois les bénéfices, ce qui est historiquement très cher. Je crois même que ça n'avait jamais été atteint auparavant. Et depuis, ça n'a été atteint qu'en 2021. Et donc en 99-2000, on avait un S&P 500 qui était un plus haut historique et très cher. Et en 2013, on avait un S&P 500 qui était un plus haut historique et pas très cher. Et donc investir sur les plus hauts en 2013, bah, c'était beaucoup plus intéressant qu'investir sur les plus hauts en 99, par exemple. Et ce qui explique qu'on peut avoir un prix du S&P 500 qui augmente tout en ayant un multiple de valorisation qui baisse, bah ça c'est simplement que les bénéfices des entreprises ont tendance à accroître à long terme. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, même si on a investi quand le S&P 500 était cher, on finit par revenir en positif. C'est juste que ça mettra en moyenne plus de temps si on a commencé à un moment donné où c'était cher que si on a commencé à un moment donné où c'était pas cher. Donc voilà, ça c'était pour le sujet de est-ce qu'il faut investir sur les plus hauts. C'est que on s'en fout d'être un plus haut, ce qui compte c'est ce qu'on est haut en termes de valorisation ou non. Et donc c'est important pour la suite. Donc maintenant pour la question de lump sum ou DCA, alors il y a une fameuse étude qui est ressortie partout. Donc c'est cette étude de Vanguard, enfin, je pense que tous les contenus qui ont parlé de ce sujet étaient basés sur cette étude. Et donc la conclusion de l'étude, c'est que le lump sum outperforme le DCA 68% du temps. Et quand je dis ça, je me dis pas que la conclusion c'est lump sum supérieur à DCA. Pourtant, c'est, je crois, la conclusion que j'ai vue partout, que le lump sum était supérieur au DCA. Alors que là, c'est écrit noir sur blanc, enfin blanc sur turquoise, que c'est vrai dans 68% des cas. Mais 68, ça fait seulement 2 sur 3, donc qu'est-ce que tu fais si t'es dans le 1 cas sur 3, ce qui fait quand même beaucoup. Et donc cette info au final je la trouve pas très utilisable, surtout qu'en plus on pouvait s'attendre
enfin, c'est assez intuitif qu'on ait ce type d'ordre de grandeur en faveur du lump sum, puisqu'on a vu qu'il y a deux choses qui influencent les mouvements des cours de bourse. Il y a la croissance des bénéfices des entreprises, qui justement sont en croissance, donc ça, on sait que ça va augmenter, donc ça va tirer le S&P 500 vers le haut. Et ensuite, on a le multiple de valorisation qui lui va plutôt faire du zigzag. Donc si je simplifie, en gros, tu as les bénéfices qui 100% du temps augmentent, et tu as le multiple de valo qui 50% du temps augmente, 50% de baisse. Et donc c'est logique qu'en moyenne, la plupart du temps, investir le plus tôt possible soit plus intéressant. Mais voilà, comme il le montre là, c'est pas à tous les coups, c'est 2 fois sur 3. Et donc on peut pas juste conclure que lump sum supérieur à DCA, donc tout le monde dans cette situation-là devrait faire du lump sum. Ça me paraît pas être la bonne conclusion. Et donc la réponse, elle varie forcément en fonction de deux variables. Ces deux variables, c'est donc la valorisation du S&P 500 au moment où l'investissement initial est fait, donc soit au moment où l'investissement en lump sum complet du coup est fait, ou bien au moment où le premier investissement en DCA est fait. Et plus le niveau de valorisation est bas au moment de ce premier investissement, plus le lump sum est avantagé, et plus le niveau de valorisation sera haut au moment de l'investissement, plus le DCA sera avantagé. Donc ça c'est la première variable, et la deuxième variable, c'est la durée du DCA. Si tu fais un DCA sur 10 ans, bah là c'est sûr, je pense qu'il doit y avoir aucune période pendant laquelle un DCA sur 10 ans bat le lump sum. Mais par contre, si on parle de DCA sur 1 an ou sur 2 ans ou sur 6 mois, là je pense que les résultats sont... enfin, il doit y avoir plein de cas où le DCA est avantagé. Donc maintenant, comment je m'y prendrais moi concrètement? Donc j'ai pas les chiffres précis, mais en gros, de tête. Déjà, si on a un S&P 500 à un PER de 10, j'investis en lump sum sans aucune hésitation. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui paraissent impossibles, mais en tout cas, c'était arrivé dans les années 80, on est descendu même à 7 fois les bénéfices. Donc à des niveaux de valorisation si bas, bah, c'est sûr que j'ai investi en lump sum, et je pense que c'est préférable, enfin je pense que c'est plus intéressant dans 100% des cas. Faudrait faire l'étude, mais je pense que c'est ça. Pareil, si le S&P 500 était à un PER de 15, j'investirais en lump sum aussi. À un PER de 20 aussi, je pense que j'investirais en lump sum. Ensuite, à partir d'un PER de 30, là, je ferai du DCA. Donc, alors par contre, la durée du DCA, elle est dure à estimer. Je pense que je ferai soit sur 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense que je ferai pas plus, puisque comme on l'a vu, à un moment donné, tu as les bénéfices qui finissent par rattraper. C'est pour ça que tu as quand même toujours une tendance à la hausse à long terme. Donc c'est pour ça que dans la plupart des cas, je privilégierais en effet le lump sum, mais voilà, pas dans 100% des cas, et je pense qu'à partir de 30 fois les bénéfices, c'est à partir de là que, à coup sûr, je ferai du DCA. Donc là, aujourd'hui, j'investirai cette somme-là en DCA sur peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. En 2000, j'aurais aussi fait du DCA, en 2021 aussi, puisqu'en 2000, on était à 35 fois les bénéfices, en 2021, on était à 40 fois les bénéfices. Et au milieu, vers les 25, là, c'est la zone floue, où je sais pas trop. Et s'il y avait justement une étude qui était faite, mais en montrant les performances des deux stratégies en partant de différents niveaux de valorisation dans l'histoire, je pense qu'on se rendrait compte que le switch de c'est mieux de faire du lump sum ou c'est mieux de faire du DCA, il se ferait justement autour de ces 25 fois les bénéfices en PER de départ. Et puis il faudrait aussi rajouter la donnée de la durée de DCA, donc il faudrait tester en gros stratégie DCA et stratégie lump sum, chacune des deux pour un PER de 10 de départ, un PER de 15 de départ, un PER de 20 de départ, un PER de 25 de départ, un PER de 30 de départ et un PER de 35 de départ. Et pour toutes ces combinaisons-là, il faudrait tester un DCA sur 6 mois, un DCA sur 1 an, un DCA sur 2 ans, un DCA sur 3 ans. Donc là, ça nous ferait des tonnes de cas, mais ça permettrait, du coup, ça ferait une sorte de dégradé, où on pourrait voir exactement à partir de quand, quelle stratégie privilégier. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis pour terminer cette vidéo, si vous voulez utiliser Graham pour choisir vos actions et rejoindre ma communauté privée, vous avez le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!